nom de la Commission de la capitale nationale du Québec et des musées de la civilisation de Québec, je vous souhaite la bienvenue à ce volet des trésors de la capitale. Chaque nation a ses mythes, des mythes porteurs de nombreuses significations. Ils naissent souvent de faits réels que le temps amplifie au point de les éloigner de la vérité. Ils sont des révélateurs précieux de la nature des peuples. La dimension formidable du mythe témoigne aussi de l'importance de ce qu'il a fait naître. C'est pourquoi, à l'échelle de notre nation, avoir devant nous ce que tout désigne comme étant la cage de la Corriveau est aussi extraordinaire qu'être en présence du gouvernail de l'Arche de Noé ou de la bride du cheval de Troie. Vous en doutez? Attendez la suite. J'inviterai immédiatement l'historienne Catherine Ferland à venir me rejoindre. Dans le contexte géographique et historique, l'affaire Corriveau s'est-elle déroulée? En fait, on est à Saint-Vallier-de-Bellechasse, ça c'est sur la rive sud de Québec, et on est en 1763 au moment du drame. Quand il y a drame, c'est que c'est un homme qui est retrouvé mort, dans des circonstances un peu louches. Et tout de suite, les soupçons vont se porter sur sa jeune veuve, Marie-Joseph de Corriveau, qui a alors 30 ans. Et assez rapidement, les soupçons vont déboucher sur un procès très couru et on va arriver à une condamnation, une double condamnation en fait. Elle va être d'abord condamnée à mort et ensuite, on va mettre son corps sans vie dans une cage de fer. Alors, en fait, quelque temps avant la redécouverte du gibet de Marie-Joseph Corriveau, les archives du Séminaire de Québec ont fait l'acquisition d'un ensemble important de documents historiques en provenance d'un descendant du commandeur Joseph-Eugène Corriveau. Il faut savoir que le commandeur Corriveau était lui-même dans la lignée directe de Marie-Joseph et il s'était investi, du moins, il voulait en fait réhabiliter l'honneur de son ancêtre. Alors, il s'est lancé dans une grande recherche pour tenter de rassembler le plus de documentation possible autour de la vie de Marie-Joseph Corriveau. Et c'est d'ailleurs à lui qu'on doit le rapatriement des actes du procès de Marie-Joseph qui étaient à l'époque conservés à Londres et dont on a fait des copies, évidemment, et qu'on a envoyés en 1947 ici aux Archives nationales, qui sont aujourd'hui sous le nom de Bibliothèque et Archives nationales. Et d'ailleurs, les actes sont présentement en ligne, donc consultables. Est-il possible d'envoyer le faisceau lumineux que nous avons réglé en après-midi? Nous avons aussi connu ce problème de surcharge lors de la séance précédente. Il sera lui aussi à étudier. Ce qui va suivre jettera de nouvelles bases à plusieurs plans de connaissances historiques et scientifiques. Vous êtes prêts? Est-il possible de vous montrer devant nous, sous votre forme nouvelle?
que chaque être qui naît passe par une période de mise à jour des éléments inscrits dans son code moléculaire. Oh! Ah! L'étreinte est si froide! The blacksmith ordered me 9 months and better. He fairly won my heart, wrote me a letter. With his hammer in his hand, he looked quite clever. If I was with my love, I would live forever. Cette chanson, je crois la reconnaître. Elle vient d'un répertoire ancien. C'est une chanson traditionnelle anglaise. Allons, allons. Où est cette petite merveille? Où te caches-tu? Le père Barnum a de grands projets pour toi. Mon père à moi, voyant que je n'étais bon à rien, a résolu à me mettre dans le commerce. Et mon penchant pour gagner de l'argent s'est développé si rapidement que je suis vite devenu l'enfant le plus riche de toute la contrée. Te voilà. Tu es bien tel que me l'a décrite mon agent de terrain. Le père Barnum, tu m'as l'air d'un bon vivant. J'ai besoin de tes conseils. Je ne sais plus très bien où j'en suis. Je te raconte, hein? Et ce n'est pas un marché de dupes que je te propose. Écoute, en 1840, de retour à New York, je me suis retrouvé dans une situation financière précaire et je n'avais pas beaucoup de perspectives. À ce moment-là, j'ai appris que le American Museum appartenant à John Scudder était à vendre avec toute sa collection de curiosités. Je me suis mis à visiter et à revisiter le musée. Et il m'a semblé que pour reprendre vie et repartir du bon pied, cet établissement n'avait besoin que d'un homme énergique, avec bon goût et sachant dépenser à propos. Je l'ai donc racheté et rouvert en 1842. En moins d'un an, j'ai effacé mes dettes et en quelques années, j'ai plus que doublé sa valeur. Madame Ferland, nous venons de découvrir un personnage plus grand que nature, Phineas Taylor Barnum, P.T. Barnum, dont la renommée résiste encore au passage du temps. Parlez-nous de ce Lascar et de son musée, car c'est bien là que la cage se serait retrouvée pendant une certaine période. Oui, effectivement. Assez rapidement après sa redécouverte en 1851, la cage va tomber sous le radar d'un des agents de P.T. Barnum qui va l'acquérir. Malheureusement, on n'a pas le détail de la transaction. Ça aurait été assez fabuleux de savoir combien ils l'ont payé pour avoir la cage. Mais enfin, donc la cage se retrouve dans ce musée et il faut dire que P.T. Barnum est un personnage en soi. C'est un entrepreneur en divertissement. C'est quelqu'un qui est très visionnaire pour l'époque, qui matérialise un petit peu aussi ce qu'on pourrait appeler le rêve américain. Donc, il part vraiment de rien et il va monter une entreprise colossale. Il va chercher des artistes en Europe et il leur fait faire une tournée nord-américaine. Il organise des manifestations, des combats de puces, des démonstrations de nains, des parades de femmes à barbe. Bref, il est vraiment dans le divertissement. Je serais curieuse d'aborder cette question des techniques de forge. Car j'ai l'intuition qu'il se trouve de ce côté des indices qui pourront nous aider à mieux comprendre ce que vous êtes. Ce que je suis. L'être est l'essence d'une chose, n'est-ce pas? Une réduction à la plus simple parcelle de ce qui le compose, n'est-ce pas? Lâchez-moi, vous me serrez très fort. Alors aidez-moi à comprendre ce que je suis. Je vais appeler l'expert. Appelez? Vous êtes convaincu de mon existence? Vous devez avoir un regard différent du nôtre. À première vue, qu'est-ce qui frappe un spécialiste tel que vous devant cet objet? Bien, ce qui arrive, c'est que pour moi, c'est facile à faire. Ça peut paraître un peu étrange, là. Je ne sais pas que j'ai le goût de faire un gibet comme ça, mais c'est que c'est toutes des choses très, très, très simples. Pour moi, c'est de la forge de base. Il n'y a rien de très compliqué. Vous avez juste à regarder le nez de la corne et de voir les anneaux qui sont faits ici. Tu sais, il y a des relations là, entre les éléments. Et puis aussi, les bandages de roues. Vous devez connaître des roues de charrette. Les roues de charrette, ils ne roulaient pas sur le bois, ils roulaient sur un bandage en métal que les charrons installaient. Donc, et aussi, il y avait les barils où on pouvait avoir des courroies, des bandages de barils aussi. Donc, le forgeron, bien sûr, M. Richard D., c'est bien ça, hein? Oui. Il ne devait pas avoir un gibet en stock dans sa forge, là. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on forge, on prend les éléments
qui sont autour de nous, c'est toujours du recyclage. Le forgeron, en fin de compte, un morceau de métal, c'est un morceau de métal. On peut faire ce qu'on veut avec. Donc, il a dû prendre ce qu'il y avait autour de lui pour réaliser l'œuvre qui est là. Et puis, quand on regarde les largeurs, ça correspond beaucoup à des bandages de roues, de charrettes. Donc, c'est assez facile à comprendre que c'est les techniques et les matériaux d'époque. Ma chère dame, je vous observe depuis tout à l'heure. Hein. Oui. Vous savez que vous êtes remarquablement grande, n'est-ce pas? Eh bien, si jamais vous êtes tenté par une expérience nouvelle, vous viendrez me voir. J'ai une offre à vous faire. Mais Barnum, voyons, on ne t'a même pas présenté la dame. Peu importe ce que Barnum va vous offrir, je vous offre le double. Merci, messieurs. Soirée palpitante, encore une fois, et la prochaine le sera tout autant. Vous pouvez me croire sur parole. Alors, puisqu'il est encore tôt dans notre saison, il est encore très avantageux de s'y abonner. Tous les détails se trouvent sur le site de la commission. Le mois prochain, c'est le costume de M. Bedonden qui prendra vie devant nous. Diffusée à la télévision de Radio-Canada de 1967 à 1971, la série La Ribouledingue a captivé toute une génération d'enfants. À travers le costume de M. Bedonden, personnage interprété par le comédien Roland Lepage, découvrez les trésors du costumier de Radio-Canada, préservés par les musées de la civilisation. Dans la tradition de nos séries, le volet du lundi 19 décembre sera comme un véritable cadeau de Noël, une petite oasis de calme à travers vos préparatifs des fêtes. Selon la formule, après nos applaudissements, vous êtes conviés à venir nous rejoindre sur scène en montant de ce côté. La cage de la Corriveau vous y attend, ainsi que nos invités de ce soir qui se feront un plaisir d'échanger avec vous si vous le souhaitez. Merci à tous et une excellente fin de soirée.